une SCOP, il y a plein de définitions. Celle-ci, c'est moi qui l'ai construite. La SCOP, Société coopérative et participative, c'est une société créée par des salariés associés pour gérer en commun une entreprise dont le fonctionnement est démocratique et la propriété collective. Alors, quels sont les principes de fonctionnement? Il y a plusieurs règles. La première règle, c'est bien l'association capital-travail, c'est-à-dire que le capital et le travail sont apportés par les mêmes personnes. Ensuite, la deuxième règle, c'est le capital variable. Ça veut dire que dans une coopérative, le capital augmente si le nombre de sociétaires augmente ou si les sociétaires souscrivent de nouvelles parts, ou il diminue si les sociétaires s'en vont. Troisième règle, c'est le principe démocratique. Un associé égale une voix. Donc, ça veut dire que toutes les décisions sont prises dans les assemblées générales selon la règle un associé égale une voix. Dans la société classique, c'est une action égale une voix. Ça veut dire que plus on a d'actions, plus on a de voix, alors que dans la coopérative, c'est un homme, une voix. Alors, quatrième règle, c'est la répartition des résultats. Alors, le partage de la richesse produite se fait de la manière suivante. Alors, je vais rapidement parce qu'on y reviendra. Il y a une partie qui va à la participation salariale. D'après les statistiques de la CGSCOP au niveau national, il y a 43% des bénéfices qui vont à la participation salariale. Il y a une deuxième partie qui est affectée aux réserves impartageables et ça correspond à 43,9% du bénéfice. Et il y a une autre partie de 12% qui est affectée à la rémunération des parts sociales. Et bien sûr, il en reste un solde pour payer l'impôt. Alors, quelles sont les conséquences de ces règles? Les SCOP sont des sociétés de personnes et non de capitaux. Elles ont une double exigence de l'efficacité économique et du fonctionnement démocratique. Elles sont difficilement opéables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être rachetées par des concurrents. Elles sont difficilement délocalisables et par conséquent, elles sont ancrées sur les territoires. Alors, juste avant de laisser la parole à Michel, je dirais qu'en fait, il ne faut pas confondre toutes les familles coopératives et les SCOP. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion, et en particulier au niveau des coopératives agricoles. Dans la coopérative agricole, les sociétaires sont des entrepreneurs individuels, sont des agriculteurs qui sont clients et fournisseurs de la coopérative. Donc ce sont les clients et les fournisseurs qui sont sociétaires, mais les salariés de la coopérative ne sont pas sociétaires. Alors que dans la SCOP, ce sont les salariés qui sont sociétaires et les clients et les fournisseurs ne sont pas sociétaires. Alors il y a une différence. Enfin, je tenais à le rappeler parce qu'à chaque fois que j'interviens, il y a des confusions sur ces questions-là. Et parmi la vingtaine de formes coopératives présentes en France, la SCOP est donc la seule dont les membres associés sont majoritairement les salariés. Le modèle coopératif de la SCOP est perçu comme le plus complet car il combine la répartition équilibrée de la richesse et la propriété commune de l'entreprise. Alors, dans les familles coopératives, je dis deux mots sur la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, la différence de la SIC avec les autres familles coopératives, c'est qu'il y a le multisociétariat. La première chose, c'est incontestablement le fait que la démocratie réussit aux entreprises de SCOP. C'est quand même important à souligner, surtout dans le contexte actuel qu'on connaît avec un certain nombre d'interrogations. Ouais, la démocratie, c'est peut-être pas bien. Finalement, on voit le débat politique. Ben non. Dans nos entreprises coopératives de salariés, il y a un plus assez étonnant que l'on peut décrire comme ça. Les dirigeants sont élus par les salariés et s'en trouvent renforcés dans leur légitimité et dans leur efficacité. C'est important aussi de voir que les grandes décisions dans la SCOP sont prises en assemblée générale. On l'a dit, avec une personne, une voix. C'est-à-dire chacun a son mot à dire. Et ça donne effectivement une transparence, une confiance dans l'entreprise pour les salariés qui sont dans cette entreprise, qui est en effet essentielle. Seconde clé de réussite de l'entreprise, c'est le partage par les salariés de la démarche entrepreneuriale. C'est quand même capital de le souligner. L'effort de productivité, l'effort d'épargne est partagé par les salariés et en général dans nos scopes, la très grande majorité des salariés, il y a des exceptions certes, mais la très grande majorité des salariés est associée. Et ça donne des résultats
de transparence, on l'a dit, qui est fondamentale, et donc d'implication des salariés dans la gestion de l'entreprise. Cette implication, elle est liée en grande partie au fait qu'il y a une équité dans le partage du bénéfice. Ça a été dit par François, il faut le rappeler. Il y a un jeu d'équilibre à chaque fois différent dans les scopes, mais qui est essentiel parce qu'il est fait en toute transparence, notamment lors des assemblées générales annuelles. Il y a la partition du bénéfice, la répartition du bénéfice entre ce qui va dans les réserves de l'entreprise pour financer les investissements et rendre durables finalement les emplois de l'entreprise, et ce qui va aux salariés pour compléter la participation salariale des associés, qui se traduit quand même par quelques mois supplémentaires par rapport à la rémunération annuelle. C'est parfois 3, 5 mois, 6 mois. Et cette répartition du bénéfice vers les salariés associés, ça prend aussi la forme de dividendes relativement raisonnables. On est loin des certains excès qu'on peut connaître dans d'autres entreprises, mais qui vient rémunérer l'effort d'épargne des salariés associés. Dans la SCOP, c'est aussi ce qu'on peut pointer, c'est dans ces témoignages qui nous sont revenus dans le livre, c'est un changement d'état d'esprit. C'est incontestablement, d'abord, le fait d'un déclic. Quand un salarié voit prélever sur son salaire, il le choisit bien évidemment, une partie de sa rémunération mensuelle pour verser... pour financer la souscription de parts sociales, du capital social de l'entreprise, c'est certain que progressivement, ce n'est plus tout à fait le même salarié de la coopérative. En ce sens, on passe d'une démarche, d'une attitude ou de comportement de salarié exécutant à salarié co-entrepreneur. Mais tout ceci ne peut bien fonctionner que si il y a deux conditions, deux impératifs qui sont respectés. Il faut absolument que dans l'entreprise, il y ait un véritable accès à la compréhension de la gestion pour l'ensemble des salariés. Et ça, ce n'est pas toujours facile à acquérir, bien évidemment. Et ça relève d'une discipline d'information des salariés, d'une discipline de formation à la compréhension de la gestion par les salariés. Et le deuxième impératif, il est tout bête aussi, il est évident, c'est que tout ça représente du temps, qu'on donne du temps à ce changement de comportement. Quand un salarié arrive dans une coopérative, quand un dirigeant se voit élu pour le pilotage de l'entreprise coopérative, surtout si en plus il n'y a pas une ancienneté énorme, il faut un temps pour s'approprier ces nouvelles règles du jeu par rapport à ce qui existe dans des entreprises autres. Qui fait que dans une entreprise SCOP, alors si je ne dis pas ça de façon forte, dans une entreprise SCOP, effectivement, on trouve un sens à son travail. Nous sommes dans un modèle dominant qui s'appelle le capitalisme et dont le propre est de séparer le capital et le travail, ça tout le monde sait ça, mais qui donne au capital la souveraineté sur les entreprises. Et cette convention est souscrite par l'immense majorité des entreprises. La SCOP, c'est un modèle donc très intéressant parce que c'est le travail qui est souverain sur l'entreprise, souverain au sens juridique. En dernier ressort, ceux qui sont les détenteurs du pouvoir sur l'entreprise, ce sont les actionnaires pour une entreprise capitaliste classique, et ce sont les coopérateurs, les associés pour une coopérative. Alors, ce qui nous frappe, ce qui nous choque, ce qui va permettre à Michel tout à l'heure et à François de répondre à chacun, c'est pourquoi il y en a si peu. Parce que c'est quand même le bonheur, c'est extraordinaire, etc. Et je le pense. Et en plus, en écoutant le résumé du livre, j'ai dit bon sang, mais c'est exactement ce sur quoi je plaide dans les entreprises, la participation, l'intelligence du travail. Bon, mais pourquoi il y en a? Alors, vous avez les chiffres dans le bouquin, 60 000 salariés, c'est-à-dire 0,25% de l'emploi en France, enfin de la population active, et de mémoire, c'est 1,5% du nombre d'entreprises. On peut répondre de plusieurs façons. La première consiste à dire pourquoi les SCOP ne sont pas aussi développés que les entreprises capitalistes classiques, à cause des institutions, à cause d'une résistance du corps social, et notamment des capitalistes d'ailleurs, du droit, du contrôle par l'État, du contrôle par les lobbies, de certaines courroies de l'État, et donc on n'a pas les bonnes lois, on n'a pas les bonnes pratiques, on n'a pas la bonne fiscalité, et ça n'a pas développé les entreprises coopératives comme ça a pu développer les entreprises capitalistes classiques. Deuxième type de raison, on vit dans un monde depuis une société occidentale depuis 2 siècles, dite libérale, pour laquelle l'intérêt des individus est considéré comme le moteur. C'est une dimension morale de notre société.
Vous savez, depuis 3 siècles même, depuis la fameuse fable des abeilles de Mandeville, hein, les vices privés font les vertus publiques, c'est l'intérêt de chacun qui fait la performance. Or, le modèle SCOP n'est pas fondé sur l'intérêt de chacun, il est fondé sur la coopération. Il est fondé, il a rebrousse-poil ou à rebrousse idéologie du modèle libéral classique, encore une fois, qui est un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est fondé sur une anthropologie très particulière. Il faut appuyer sur les vices pour créer la performance des vertus. Et puis la troisième raison, alors, elle est plus économique, je vous la donne c'est que les scopes, ce serait une erreur historique. En fait, le modèle scope est sympathique, c'est beau, mais l'entreprise classique est plus efficace. Elle est plus efficace. Pourquoi ? 2 raisons. La première, c'est que la division entre le capital et le travail, c'est efficace. Deuxième raison, c'est la croissance. C'est qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'autofinancement, etc. Sauf que quand vous êtes en compétition avec des entreprises qui ne s'autofinancent pas, mais qui font appel massivement à la dette, avec ce qu'on appelle les effets de levier, si vous vous autofinancez, il faut en faire du bénéfice. Hein. Troisième catégorie de remarques, c'est autour de la gouvernance. N'y aurait-il pas aussi des régimes politiques pour les entreprises coopératives ? Il y a des formes de gouvernement qui sont assez différentes. Et notamment, donc j'insiste sur un point, j'ai été très frappé dans le bouquin et dans mon expérience de coopérative par le rôle que jouent des personnalités charismatiques. Dans les coopératives, ça peut paraître paradoxal, mais il y a toujours, dans l'histoire, à un moment donné, et longuement, souvent, fermement, il y a un homme, une femme qui fonde la coopérative ou qui incarne la coopérative. Ça ne me choque pas. Je dirais, on peut très bien être démocratique et incarner les vertus, je sais pas, c'est tout à fait possible. Voyez, il faut bien que, quelque part, on la voit et qu'il y ait des exemples. Pour autant, ça mérite d'être réfléchi et précisé. Et notamment, à quel moment ces grands hommes ou ces grandes femmes doivent passer la main, comment ça s'articule avec la démocratie coopérative. Nous étions sur le point de clôturer notre exercice comptable en 2013 et j'ai vu qu'on n'équilibrerait pas les comptes. Et parce que je connaissais bien les collaborateurs et les associés, j'ai dit je ne vais pas commencer à diriger l'entreprise en arrêtant des résultats négatifs. Il en sera hors de question. Donc j'ai vraiment pratiqué du dialogue social puisque j'ai rencontré à 2 reprises, nous étions pratiquement 200, hein, j'ai rencontré en tête-à-tête 200 collaborateurs. Et je leur ai dit, voilà, on ne va pas afficher des résultats négatifs. On va, si vous en êtes d'accord, on va passer une convention. Et je vais vous demander d'abandonner vos RTT et vos participations avec retour à meilleure fortune. Je m'engage à vous rembourser dans les 3 ans. J'ai eu 90% d'adhésion des collaborateurs, associés ou salariés, peu importe. Et au bout d'1 an et demi, j'ai honoré mon engagement. Cette convention, elle a été rédigée avec les représentants du personnel. J'ai fait un gros travail avec le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Ils m'ont soutenu. Et au bout d'1 an et demi, non seulement j'avais remboursé ce que je devais aux collaborateurs, mais ça m'a permis également de racheter une petite entreprise de 17 personnes. Et grâce aux collaborateurs, en fait, nous avons pu faire de la croissance externe. Petite entreprise, 17 personnes, 10% de résultats sur 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, la pratique du dialogue social, effectivement, c'est quelque chose de très important. Ça, j'ai envie de dire, c'est le côté très positif où quand on a besoin des collaborateurs, quand on est dans une situation compliquée, les collaborateurs sont là. Au quotidien, j'apporterai quand même un bémol sur l'implication des collaborateurs. Ça vient peut-être du fait que nous soyons que 80 associés actuellement. Et peut-être que dans une coopérative où il y a 100% d'associés, la culture est différente et l'implication est différente. Ce que je regrette, moi, quotidiennement, c'est que je suis obligée de rappeler aux collaborateurs que c'est leur argent qui a été investi. Et je trouve ça bien dommage. C'est-à-dire que par moment, ils l'oublient. Ils ont confiance dans leur direction, ils ont confiance dans leur conseil d'administration et ils disent très ouvertement, on a toujours passé des caps plus ou moins difficiles, on vous fait confiance.
Mais ce n'est pas ça, en fait, dans la SCOP. C'est chacun doit être acteur. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à donner de l'information, à donner du sens, mais il faut que chacun soit acteur. Et je pense que, comme dans une société classique, le dirigeant du SCOP est quelquefois bien seul face à ses décisions. Il est entouré d'un conseil d'administration. Il n'en demeure pas moins qu'il est seul face à ses décisions. Et on pourrait croire que tout le monde dirige dans une SCOP, mais la réalité des choses, c'est que vous êtes bien seul quand vous avez des décisions difficiles à prendre. Donc, moi, je suis d'une nature... pour moi, le management, il est plutôt participatif. Je peux vous dire que j'ai fait quand même quelques réglages depuis le 2012. J'ai commencé par du management très participatif et progressivement, en fait, je donne toujours la place aux discussions, aux échanges. Je pratique beaucoup d'écoute dans l'entreprise, mais une fois que le temps des échanges sont passés, il faut décider. Et ça, j'ai appris à le faire durant ces 5 années à la direction de l'entreprise. Je crois qu'il faut avancer vite, parce que nous sommes quand même dans une période où en fait on est en complète mutation des modèles économiques. Et si on pratique trop de participatif, on ne va pas avancer assez vite. Et c'est la raison pour laquelle on est amené à faire évoluer aussi son mode de management. C'est une équipe, une entreprise. Effectivement, il est important de pouvoir partager le projet et surtout d'avoir ce projet, c'est une stratégie. Dans une entreprise comme la nôtre, forcément, on a des filiales donc en Chine, au Brésil, Vous réalisez au Maroc. Plus de la moitié de votre chiffre d'affaires à l'international, c'est Non, ça ? un tiers, voilà. Donc il faut bien avoir une vision. Il faut une vision pour expliquer aux sociétaires qui sont en grande partie en Normandie et une plus petite partie sur Paris, pourquoi il faut aller dans le monde entier et pas pour délocaliser, mais au contraire pour localiser et pérenniser l'emploi local. Donc il faut avoir une stratégie, et cette stratégie, il faut aller l'exprimer, la présenter à l'ensemble des sociétaires. Et ça, c'est un gage qui est un gage de réussite et qui est nécessaire. Mais en même temps, il faut travailler pour mettre dans la SCOP les compétences en synergie. Donc on voit bien qu'il faut amener des compétences, il faut aller chercher des compétences, il faut former des compétences. C'est quelque chose de très important. Et la réussite se fait autour de cela également. Alors la compétence, on va la chercher dans une SCOP. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire beaucoup de promotions, on l'a vu tout à l'heure. Personnellement, ça a été mon cas également. Mais on peut trouver un équilibre entre l'apport de compétences avec des talents externes combinés avec de la promotion interne. Alors, l'autre élément également, c'est qu'effectivement, on est dans un milieu économique très concurrentiel et la vraie manière, enfin je dirais, de réussir, c'est d'être plus performant. Et pour être plus performant, il faut apporter le coût, le service, la qualité. Et je pense que dans une SCOP, avec sa culture, et en tout cas chez Accom, je pense que c'est un des éléments et un des facteurs clés de succès, c'est qu'effectivement les gens ont cette culture d'apporter la qualité, le service, et bien entendu après le prix, donc la performance économique, parce que au bout du compte, nous avons des concurrents et il faut être aussi bon qu'eux. Alors, ce qui nous a poussé, j'essaie de faire court, ce qui nous a poussé donc à nous transformer en SCOP, d'un côté, parce qu'on avait ça dans nos gènes. Et on avait un statut donc, de société anonyme classique qui ne nous convenait pas parce que ce n'était pas dans nos gènes. Lorsque c'est devenu possible, on a tout de suite vu que c'était le statut de SCOP qui nous convenait, donc ça nous permettait donc justement derrière de trouver un statut juridique qui correspondait donc à notre philosophie.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi assez stratégique, c'est on s'est toujours estimé être faisant partie de la famille de l'économie sociale et solidaire parce qu'on avait des règles justement de création de valeur, de partage des résultats, etc., qui étaient tout à fait celles de l'ESS, mais on n'en faisait pas partie officiellement, naturellement. Donc le passage aussi en SCOP nous permettait de rejoindre cette famille. Il y avait aussi une autre chose on a abordé également donc, cette question-là, c'est celle du verrouillage du capital, en ce sens où notre capital était je parle bien de verrouillage, notre capital était détenu donc, par les experts comptables de l'entreprise, avec des règles, chacun ne pouvait pas avoir plus de 5% donc, départ, mais en même temps, on avait quelques cas d'experts comptables qui partaient de la société, plus ou moins en bon terme avec la société, et qui ne voulaient pas forcément rendre leurs actions. On n'avait pas de moyens dans les statuts donc de pouvoir les obliger justement donc, à rendre ces actions. Donc on avait un peu un certain risque. On verrouillait les statuts par ailleurs, où tout nouvel arrivant donc, devait être agréé par le conseil d'administration. Mais quand même, il y avait cette question-là qui pouvait se poser. Et un certain nombre d'experts comptables, je me souviens donc d'un qui est décédé, mais ses ayants droit ont dit, on a vu qu'il avait un certain nombre d'actions de Syndex, ça doit valoir quelque chose. Donc c'est pas tout à fait dans nos gènes ça non plus. Donc il fallait résoudre ça et il fallait résoudre ça, c'est important. Et l'autre point, je trouve que ça touchait aussi un peu à l'essence un peu de notre culture. On a toujours une culture extrêmement décentralisée en termes de fonctionnement démocratique. Une organisation, donc justement en groupe de travail, soit régionaux, soit sectoriels, et avec des débats. Il y a une réunion par mois où on débat des orientations, donc justement de ce qu'on appelle un groupe chez nous, enfin une unité, en fait, une unité de gestion. Et une partie du partage des résultats se fait là. Sauf que derrière, il y avait, quand vous travaillez donc, sur le consulting en chimie et que vous avez comme principaux clients Total ou d'autres clients comme ça, on facture un petit peu plus cher que si on s'adressait à une petite scope, ça nous arrive aussi quelquefois, d'une cinquantaine ou d'une centaine de salariés à qui naturellement, donc on ne peut pas facturer bien sûr la même chose. Donc les résultats pouvaient être assez différents. Donc on se retrouvait avec des différences salariales qui même si l'échelle des salaires est de 1 à 3,5 à peu près donc chez nous, avec des différences salariales qui n'étaient pas tenables non plus du point de vue de l'homogénéité de la société. Donc le passage en scope nous semblait aussi une possibilité de dire on se débrouille pour que chaque unité réalise donc un minimum de résultats et ensuite on fait effet de levier justement avec la participation, naturellement aussi avec les avantages fiscaux qui sont derrière et qui nous permettaient également de reconstituer donc des résultats, pas des résultats ou des réserves, puisqu'on estimait justement que les réserves de l'entreprise n'étaient pas tout à fait suffisantes et qu'il nous fallait en avoir un petit peu plus, donc il y avait aussi un effet de levier. Les syndicats ont une place très importante. Alors, la coopérative, je ne savais pas ce que c'était, mais avant d'y être, j'étais coopérateur, mais je ne le savais pas. Donc, j'ai appris que j'y étais quand j'ai intégré la coopérative. La première chose qui m'a choqué, c'est le fondateur, pour les plus anciens, ils le connaissent sûrement, c'est Georges Rinaud, qui a créé le chèque déjeuner. Il m'a reçu, c'est lui qui a fait l'entretien d'embauche. Et en discutant comme ça, il me dit, tu sais, je pensais qu'il allait dire les syndicats, moi j'en veux pas. Tu sais, ici, il faut se syndiquer. Hein. Et je dis, bon, bah, ça tombe bien parce que moi je suis encarté à la CGT. Alors il me dit, bon, c'est pas le syndicat que je préfère, mais bon, on va t'accepter quand même. Et donc, je suis rentré en 1976. Au bout de 2 ans, je me suis présenté comme délégué du personnel. Donc, j'ai travaillé comme un délégué. Hein. Bon, bah, ça me plaisait tellement de dialoguer. On avait des rapports très, très bons au niveau social. Et ça m'intéressait beaucoup de rentrer dans le conseil d'administration. Et je me suis présenté en 83 comme administrateur. Et donc, j'en suis sorti en 2011 comme administrateur. Donc, j'ai fait 7 mandats comme administrateur. Et je pense que j'ai apporté ma contribution au développement
de la coopérative avec ma vue syndicaliste. Moi, je n'ai pas connu ça dans aucune boîte que j'ai fait. Hein. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a près de 3000 salariés dans le monde entier. Moi, je suis rentré le 50e, donc vous voyez, il y a eu de la marge. Et en termes de promotion de carrière, ça ne vous a pas freiné manifestement? Ah, pas du tout. Je suis rentré comme simple employé, je suis sorti comme simple employé administrateur. La première chose qu'on va vérifier, qui peut sembler évidente, c'est est-ce que c'est bien ce sens-là, cette valeur-là que vient chercher le candidat. Les candidats, ils arrivent avec une attente de sens, une attente de valeur, vu le type de client qu'on a. Mais les valeurs, ça ne veut pas dire grand chose en tant que tel. Vous demandez aux gens qui sont pour le mariage pour tous, ils vont vous dire « je fais ça pour mes valeurs ». Et ceux qui sont contre, ils vont vous dire « je fais ça pour mes valeurs ». Donc nous, on va vérifier que cette valeur de démocratie interne d'échange, elle correspond vraiment aux attentes de la personne. Après, la deuxième chose que vous allez vérifier, une fois que vous êtes sûr que ça va répondre à son besoin d'épanouissement personnel, c'est la capacité, surtout chez les cadres dirigeants, de remise en cause de ces décisions. Ce n'est pas évident. Et vous allez tester en quoi, quand on remet en cause une de ces décisions, il considère que c'est une remise en cause du lui professionnel et en quoi il considère que c'est une remise en cause d'une lui personne. En quoi sa valeur en tant que personne est attaquée quand on remet en cause ses décisions. Parce que être dans la démocratie, par définition, vos décisions vont être remises en cause. Et le jeu, généralement, de la discussion de groupe fait, même si elles sont bonnes, elles vont être remises en cause, vos décisions. Ensuite, on va vérifier la capacité de vulgarisation. Quelqu'un qui n'est pas en capacité de vulgariser les grandes décisions de son domaine, surtout quand vous vérifiez, c'est des questions très classiques, vous allez demander à quelqu'un, à un comptable, de vous expliquer la différence entre un bilan et un compte de résultat, comme si vous étiez un enfant de 8 ans. Vous voyez assez vite cette capacité, et vous voyez à la fois ceux qui sont bons pour vulgariser, et ceux qui aiment vulgariser. Ça veut dire qu'ils vont aimer le débat sur les grandes questions. Un autre critère, et ce qui est intéressant, c'est plusieurs candidats, quand on leur explique, nous disent « mais c'est beaucoup mieux que dans les associations ». C'est la gouvernance. Quand on leur demande, quand on leur explique et quand ils doivent comparer le comité de direction ou au terme d'une SCOP et le CA d'une association, certains nous disent « ah mais ça veut dire que les gens sont compétents ». Parce que ce qu'ils vont remettre en cause dans certaines associations, c'est vous avez une légitimité qui est souvent basée sur la représentation du groupe local et qui est parfois en décalage avec le thème de l'association en question, le thème d'action. Donc certains salariés qui viennent du milieu associatif nous disent « c'est pas que je veux pas remettre en cause, c'est j'ai du mal à remettre en cause ma décision avec un membre du CA dont je conteste la compétence ». La dernière chose, on la retrouve à peu près chez tous nos clients en matière d'économie sociale et solidaire, peut-être un peu plus dans les scopes, parce que nos clients, en tout cas dans les scopes, ils sont vraiment dans le champ économique, vraiment dans le sens où souvent ils n'ont pas de subvention. Ils ont des moins, qui était celui que vous souleviez, monsieur, en termes d'investissement. Ils ont moins de capacité que les autres à investir. Ça va être un mix entre culture du résultat et culture sociétale. En schématisant, on a des candidats qui arrivent sans appétence sociétale, sans capacité à dialoguer sur le politique au sens large du terme, c'est-à-dire considérer que toute action de la SCOP a une incidence sur la société. Ils vont avoir du mal à discuter là-dessus, ou ils vont avoir du mal avec le militant salarié, le militant qui lui dit « je ne suis pas d'accord avec le fond de ta décision ». Donc vous avez ceux-là, et vous avez ceux, notamment, c'est assez intéressant, on la voit arriver de plus en plus au poste de cadre dirigeant, en tout cas. La génération emploi jeune, il y avait 400 000 emplois jeunes sous Lionel Jospin, il en resterait, on ne sait pas trop, 100 à 200 000, je pense, dans le domaine. Et eux, on va avoir un problème de culture de résultat. C'est-à-dire nos clients nous disent, enfin eux en grande partie, hein, heureusement il y a beaucoup d'exceptions, nos clients nous disent on veut des gens qui sont en capacité d'être encore meilleurs que les autres pour distinguer le sociétal et l'économique. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.